Alors, l'intelligence artificielle, techniquement, c'est né en 1956, donc lors d'une conférence qui s'est tenue à Dartmouth. Donc ça remonte à 60 ans déjà. Et à cette époque, des chercheurs se sont réunis et ont comme volonté de créer des ordinateurs qui puissent être aussi intelligents que l'homme. Alors, on y reviendra par la suite. Cette notion d'intelligence est mal définie, mais ce qu'ils vont prendre comme repère pour essayer d'arriver à leur but, c'est de prendre par exemple le jeu d'échecs. Et l'un des buts, c'est de faire un programme qui puisse jouer aux échecs aussi bien que l'homme et éventuellement même le battre. Ou il y a d'autres domaines qui vont les intéresser, par exemple celui de la traduction automatique. Et à partir de cette conférence, pas mal de chercheurs vont rejoindre cette mouvance et vont commencer des recherches assez intensives. Et on va voir énormément de nouveaux résultats qui vont apparaître. Et évidemment, il faut se replacer à cette époque, donc ça, encore une fois, qui remonte à 60 ans. Ces résultats sont absolument prodigieux pour l'époque. Donc l'une des toutes premières intelligences artificielles qui a été mise au point, c'est ce qu'on a appelé le logicien théorique, ou logicien théoricien, et c'est un programme qui a été capable de démontrer 38 des théorèmes des Principia Mathematica. C'est-à-dire que pour la première fois, on avait un programme capable de faire du raisonnement et de démontrer des choses. Dès la naissance de l'IA, ce qu'on va voir, c'est deux courants forts qui vont émerger. L'un qu'on a appelé le courant symbolique et l'autre le courant plutôt numérique. Et ces deux courants vont se distinguer par en fait quelque chose qui a été énoncé plus tard, c'est que d'un côté on veut fabriquer un esprit, c'est le courant symbolique, et de l'autre on veut modéliser le cerveau. Alors fabriquer un esprit, c'est parti d'une idée qui était relativement simple, de dire que le cerveau est une machine à traiter les symboles. Et donc ce que vont faire ces chercheurs, c'est trouver de nouveaux algorithmes en partant de cette hypothèse que le cerveau traite tout sous forme de symboles. Et il est vrai que certains problèmes, tels que par exemple le jeu d'échecs, vont permettre d'exprimer cette puissance des symboles. En manipulant les symboles, on va arriver à trouver des algorithmes qui sont extrêmement astucieux et efficaces. Donc je ne peux pas citer tous les algorithmes qui ont été trouvés, mais il y a vraiment un âge d'or de l'IA entre ces années 60 jusqu'à la fin des années 70, où on va trouver énormément de choses. De l'autre côté, on a ce courant numérique qui était mené notamment par Frank Rosenblatt, où là, l'idée, c'est de modéliser le cerveau, et on va en fait rejeter cette hypothèse du symbole au profit d'une approche plus numérique. C'est ce qui a donné naissance, entre autres, au courant des réseaux de neurones artificiels. Chacun de ces deux courants vont trouver de nouveaux résultats. Donc, par exemple, pour Rosenblatt, c'est le cas avec le perceptron. Et ce qui s'est passé, c'est que bien qu'ils aient amassé énormément de résultats, en fait, les promesses originales quant à l'intelligence artificielle n'ont pas réellement été tenues. On a fait des avancées, mais on n'a pas résolu le problème général de l'intelligence. Notamment à la fin des années 70, bien le jeu d'échecs ne marche pas très bien et on n'est toujours pas capable de battre le champion du monde d'échecs, évidemment. Au niveau de tout un tas d'autres résultats, ceux qui donnent l'argent ont dit ça suffit, tant que vous n'aurez pas cette intelligence générale, on arrête, on ne vous donne plus les fonds. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu l'hiver de l'IA, c'est-à-dire que du jour au lendemain, pratiquement, pas mal de recherches se sont arrêtées suite à cette rareté des fonds pour soutenir la recherche. Et il aura fallu attendre encore quelques années, donc au niveau des milieu des années 90, où là on a eu de nouveau des résultats assez importants. Et notamment, c'est en 97 que Garry Kasparov a été battu par le programme Deep Blue, c'est-à-dire que le champion du monde d'échecs a été battu par une machine. Donc ça a été un petit coup de tonnerre parce qu'on ne pensait pas que c'était possible, mais ça l'a été, ça a pu faire avancer tout un tas d'algorithmes, mais évidemment on n'avait toujours pas résolu le problème général de l'intelligence. Aujourd'hui, il y a énormément de nouveau de recherches en IA, notamment avec la même façon qu'on avait battu le joueur d'échecs. On a battu le champion du monde de Go il y a quelques mois. Et là aussi, ça a été un coup de tonnerre parce que c'était un résultat qu'on attendait pour
pour dans quelques années, parce que le jeu de Go est d'une complexité avec un ordre de grandeur supérieur aux échecs. On pensait que c'était vraiment un problème ardu. Alors est-ce que ça veut dire qu'on a résolu le problème de l'intelligence générale? Non, toujours pas. Parce que le problème, c'est toujours le même, il n'a pas changé, on ne sait pas définir vraiment ce qu'est l'intelligence. Donc on va pouvoir développer des intelligences artificielles qui vont être excessivement bonnes dans un certain sous-domaine. Donc par exemple, ça peut être le jeu de Go, le jeu d'échecs, ça peut être des problèmes encore plus spécifiques, où là on va trouver effectivement ces algorithmes qui vont permettre de résoudre ces problèmes. Mais par exemple aujourd'hui, on ne sait pas faire une intelligence qui pourrait répondre à tous les problèmes. Même de façon très basique, on ne sait aujourd'hui pas faire ça. Et l'autre problème donc, qui est attenant, c'est qu'il faut à un moment définir ce qu'on va entendre par intelligence. Et c'est un peu là où les chercheurs ont péché à l'origine, c'est qu'on ne va pas avoir une intelligence, mais des intelligences. Et c'est pour ça qu'on va préférer parler d'intelligence artificielle au pluriel, voire on va même enlever le terme d'intelligence artificielle au profit d'autres domaines qui peuvent être par exemple l'apprentissage machine, qui peuvent être les réseaux de neurones artificiels, qui peuvent être les systèmes experts, qui peuvent être encore tout un tas d'autres domaines. À la même époque, en 1956, il y a toujours par rapport à ce problème de l'intelligence générale, il y a Alan Turing qui a proposé un test qui aujourd'hui s'appelle le test de Turing, dont le but était de détecter si une machine finalement était intelligente ou pouvait être qualifiée d'intelligente. Alors ce test est intéressant parce que c'est ce qu'on appelait le jeu de l'imitation, où le jeu pour la machine est de se faire passer pour un humain en donnant des réponses assez convaincantes. Alors ce texte est extrêmement critiqué, et toujours critiqué depuis, mais beaucoup cité, notamment parce que ça repose entièrement sur le langage, qui est quelque chose de très compliqué et qui finalement n'est valable que pour l'homme. Puisqu'il faut pouvoir parler. Donc par exemple, les animaux ne pourraient pas passer le test, ou les bébés ne pourraient pas passer le test. Aujourd'hui, avec les recherches actuelles qu'on a à la fois sur l'animal, sur le développement de l'enfant, on sait que l'intelligence ne passe pas entièrement par le langage, mais prend bien d'autres formes. Par exemple, un des gros problèmes aujourd'hui pour l'intelligence artificielle, c'est de faire un joueur de foot. Alors ça pourrait paraître étonnant, puisque finalement on a réussi à faire le joueur d'échecs, alors qu'aujourd'hui la problématique c'est le joueur de foot. Pourquoi? Parce que si vous prenez un robot humanoïde, il va falloir le faire bouger, le faire jouer collectivement avec ses partenaires, c'est-à-dire qu'il va falloir décoder les émotions, les intentions de l'autre, et tout ça ce sont des problèmes excessivement difficiles qui ne sont pas résolus, mais qui font effectivement l'objet de beaucoup de recherches. Et ça rejoint un problème un peu plus général sur cette hypothèse symbolique, qui était que lorsque les gens se sont mis à rejeter cette hypothèse symboliste, ils se sont pris à considérer cette fois le corps. Et il y a eu tout un mouvement qu'on a appelé la cognition incarnée, dont un texte emblématique est un article de Rodney Brooks, qui est un roboticien assez célèbre, et qui a écrit cet article qui s'appelle « Les éléphants ne jouent pas aux échecs ». Alors c'est un titre un peu surprenant, mais ce qu'il voulait signifier, c'était de dire que l'éléphant mène sa vie d'éléphant dans la savane ou dans la jungle. Il n'a jamais entendu parler de jeu d'échecs, au sens on peut supposer qu'il n'a pas besoin de symboles, mais il a toute son intelligence d'éléphant. Et donc c'était un peu pour rejeter cette hypothèse simplificatrice. Aujourd'hui, les recherches par rapport à la cognition incarnée, l'idée est de dire que l'intelligence finalement doit se faire avec un corps qui se développe et en interaction avec l'environnement. Donc si je veux par exemple tester la souplesse d'un objet, je vais avoir besoin d'un corps pour effectivement faire l'expérience de cette souplesse de cet objet. Et c'est là un des grandes orientations d'une certaine part des recherches en intelligence artificielle, mais aussi en robotique développementale.